Bienvenue dans cette émission du 6 juillet 2023 de ma web TV anthropologique sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et libre de mes propos. Dans le cadre de la série Covid non censurée, nous allons aborder aujourd'hui la question de la nature du Covid-19 en tant que maladie, en nous demandant en particulier s'il s'agissait réellement d'une pandémie. Alors j'ai envie de vous poser la question, si je vous dis le mot pandémie, qu'est-ce qu'il évoque immédiatement pour vous? Et ce qui vous viendra probablement à l'esprit est une épidémie particulièrement grave qui met en danger la population d'une manière inhabituelle. Et nous connaissons tous l'importance du sens des mots. Comment réagiriez-vous si vous appreniez que le Covid-19 n'était pas une pandémie et en réalité pas même une épidémie? Alors souvenons-nous, qu'est-ce qu'on nous a dit? La première chose, bien sûr, c'est que nous étions face à une pandémie d'une gravité sans précédent depuis la grippe espagnole, avec un discours médiatique et politique comme celui de la radio-télévision suisse, qui nous disait en 2020 que pour retrouver autant de décès dans notre pays, il fallait remonter à la grippe espagnole. On nous a présenté une urgence de santé mondiale pouvant toucher tout le monde, et vous voyez comment le directeur général de l'OMS a encore affirmé au mois de janvier 2023 qu'il fallait maintenir le niveau d'alerte maximal pour la pandémie de Covid. Et puis on nous a aussi expliqué qu'il n'y avait malheureusement ni prévention possible ni prophylaxie, et donc que nous étions tous exposés au virus de la même manière et que rien ne pouvait y changer. On se souvient par exemple de la parole de Karine Lacombe, virologue française, sur les plateaux de BFM TV. La vitamine D n'est pas un moyen efficace de prévention de la Covid-19, mais, prétendait-elle, il n'en existe aucun autre. Maintenant, qu'en est-il réellement ? La première chose qu'il faut relever, c'est que le mot pandémie n'a plus le même sens depuis 2009. Avant le 4 mai 2009, il a ce sens commun, une épidémie particulièrement grave. Avec cette définition de l'OMS, une pandémie se produit lorsqu'apparaît un nouveau sous-type de virus dont personne n'est à l'abri. Plusieurs épidémies peuvent se déclarer simultanément dans le monde, provoquant un grand nombre de cas, de personnes malades et de décès. Or, après le 4 mai 2009, ce caractère de gravité, de la morbidité, du nombre de malades et de mortalité est évacué. On parle désormais de pandémie en cas de propagation mondiale d'une nouvelle maladie. Et donc, depuis le 4 mai 2009, on peut par exemple parler de pandémie de rhume. Si le rhume se développe dans beaucoup de pays en même temps et ne fait aucune victime, techniquement, cela reste une pandémie. Alors évidemment que ce changement a été questionné après, et vous voyez qu'en 2010, en réponse à une enquête du British Medical Journal, je vais venir sur l'enquête en question, la directrice générale d'alors de l'OMS a réfuté catégoriquement que des intérêts commerciaux aient joué dans la gestion de la pandémie de grippe H1N1 par l'OMS et de changements dans la définition de la pandémie. Alors de quoi s'est-il agi ? En 2009, il y a une pandémie mondiale de grippe H1N1 qui se déclenche et l'OMS réagit, les laboratoires pharmaceutiques réagissent, les gouvernements réagissent. Et dans un rapport publié une année plus tard, le Sénat français, qui s'est penché sur la manière dont la crise sanitaire avait été gérée, pose un certain nombre de constats, notamment très critiques sur l'action de l'OMS, disant qu'il y avait des éléments de nature rassurante quant à la réalité de l'épidémie H1N1 qui ont été disponibles, mais qui n'ont pas été repris dans les communications par les autorités publiques, qu'il y a des questions sérieuses qui se posent quant à l'opacité de la gestion par l'OMS et les conflits d'intérêts de certains experts, et enfin que le lien entre la peur de la population qui a été obtenu en taisant le côté rassurant des données réelles sur la pandémie et la commercialisation des vaccins pré-pandémiques s'est laissé observer. Et donc, la responsable de l'OMS a été prise à partie en critiquant le manque de transparence et la
surévaluation de la gravité réelle de la pandémie, qui a servi notamment, et les experts de l'OMS ont reçu des montants importants de la part des laboratoires pharmaceutiques, à écouler entre 7 et 10 milliards de vaccins de manière prématurée, avec notamment des accidents post-vaccinaux importants parce qu'on avait mal évalué les risques. Et le British Medical Journal, qui est une des principales revues médicales, a poussé son enquête en montrant que le laboratoire Roche a vendu pour des milliards d'euros d'un remède, le Tamiflu, dont il savait qu'il n'avait pas d'efficacité sur la crise H1N1. Donc, évidemment que le Covid-19, d'après ce que nous en savons, n'est pas une pandémie au sens courant du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de caractère épidémique grave, il n'y a pas de létalité particulière, et ne tombent malades que des gens qui sont déjà très fragilisés dans leur santé. Alors sur la question épidémique que j'ai abordée dans l'émission d'hier sur les tests PCR, les vagues et les cas, nous avons vu, je vous remets le diagramme à l'écran, à gauche de l'image, vous avez les vagues que font chaque année les épidémies de grippe, selon les données collectées à partir des signalements des médecins généralistes et de SOS Médecins. Et vous voyez qu'il y a des fortes amplitudes. Le seuil épidémique est considéré comme atteint à partir de 150 ou 200 cas pour 100 000 habitants. Et à droite de l'image, vous avez les épisodes épidémiques du Covid. Et en fait, ça n'était même pas une épidémie en termes de volume de diffusion dans la société. La létalité, on nous a raconté qu'elle était très élevée, c'est faux, on a su très vite qu'elle était équivalente à celle de la grippe annuelle et même particulièrement faible chez les moins de 70 ans. Et puis, là encore, les données ont été disponibles très rapidement, ne tombaient gravement malades, sauf exception rarissime, que des gens en toute fin de vie ou très gravement atteintes dans leur santé, avec plusieurs comorbidités, c'est-à-dire des maladies graves qui s'étaient déjà installées, et donc des personnes qui seraient décédées de toute manière dans les semaines ou les mois qui suivent, sauf exception. Et vous voyez par exemple que des enquêtes aux États-Unis ont confirmé ce qu'on avait vu en Italie, moins de 5% des décès se sont produits en l'absence de comorbidités importantes, et donc ça ne concernait pas tout le monde, ça n'était pas une pandémie, pas une épidémie, mais alors de quoi s'agissait-il? Et c'est là où je dois introduire le concept de syndémie. Ce d'autant plus que le rédacteur en chef du Lancet, Richard Horton, en a parlé dès le mois de septembre 2020, en disant « La Covid-19 n'est pas une pandémie ». Écoutez bien, le Lancet qui dit en septembre 2020 « La Covid-19 n'est pas une pandémie, c'est une syndémie ». Et cette nouvelle a été reprise, par exemple, sur France Culture en janvier 2021. Alors de quoi s'agit-il? Syndémie, c'est probablement un mot que vous n'avez pas entendu jusqu'à ce jour. Eh bien, c'est la rencontre entre une maladie virale et des pathologies chroniques préexistantes qui créent un danger. Le Covid-19 pour une personne jeune et en bonne santé ne présente aucun danger. Pas pire que la grippe annuelle. Par contre, chez un cancéreux au stade terminal ou une personne diabétique ou obèse, oui, là il y a un danger. Et donc la conséquence, c'est que ce message qui a été dit et répété que nous étions tous en danger était une stratégie de la peur, ou en tout cas une information qui était gravement erronée. Et en effet, je l'ai souvent rappelé, la Suède qui n'a imposé aucune mesure de contrainte, aucune, ni les confinements, ni les fermetures, ni les passes, ni les masques, a les meilleurs résultats de toute l'Europe sur la mortalité au-delà de 65 ans face au Covid. Stephen Kirsch, qui est un ancien ingénieur du MIT, lui a relevé que dans les communautés Amish américaines, vous voyez ces gens qui vivent comme il y a plusieurs siècles en arrière, eh bien le taux de mortalité dû au Covid a été 90 fois moins élevé que dans le reste de l'Amérique. Il a témoigné en ce sens devant une commission de l'État de Pennsylvanie, mais évidemment que les Amish ne consomment pas de la malbouffe, ne consomment pas toutes sortes de produits chimiques susceptibles d'endommager leur santé, ne sont pas exposés à des radiations électromagnétiques à journée longue, donc si vous voulez, ont une bonne santé de base, et on voit que n'ayant rien fait pour se protéger d'aucune sorte, cette communauté a des scores 90 fois meilleurs que les États-Unis. Sachez encore que bien sûr il existait des moyens de prophylaxie et de prévention. Vous
voyez, en Angleterre, l'ancien ministre de la Santé, comme Karine Lacombe, a affirmé envers et contre tout que la vitamine D était inefficace. C'est parfaitement faux. Au contraire, ça aurait été un moyen très utile de protéger à hauteur d'au moins 50% de réduction des cas graves et des décès les personnes concernées, sachant que la déficience en vitamine D est généralisée aujourd'hui en Occident, mais également tout un ensemble d'autres molécules, comme le zinc, la vitamine C. Il aurait été possible de soutenir la santé de la population de multiples manières, et à la place, on l'a fait paniquer en prétendant qu'il y avait une pandémie tueuse qui, dans les faits, n'a jamais existé. Si cette émission vous a plu, vous pouvez soutenir mon effort de produire de l'information qui vous soutienne en vous rendant sur le site jdmichel.tv où il est possible d'effectuer un don ou de vous abonner à partir d'1 € par mois. Merci, à demain.